Alors, notre prochaine conférencière est Isabelle No, que je crois vous voyez peut-être présentement à l'écran. Alors, Isabelle est une cardiologue qui travaille en électrophysiologie à Québec, qui y a fait sa formation, mais qui est aussi allée à Bordeaux étudier l'électrophysiologie. Vous savez que le vin augmente les arythmies et potentiellement la fibrillation auriculaire. Je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi Bordeaux, pas parce que c'est une ville fantastique. Et donc, Isabelle va nous aborder la fibrillation auriculaire parce que c'est vraiment important de savoir quand est-ce qu'on parle réellement de fibrillation auriculaire? 30 secondes? Quand est-ce qu'on commence à traiter? Est-ce que c'est parce qu'il y en a pour 30 minutes? Et comment on devrait détecter ça? Il y a une littérature foisonnante, puis il y a de nombreuses choses qui sortent. Et puis, les cliniciens qui reçoivent des rapports de Holter ou autrement sont parfois là, hésitants à commencer ou non une anticoagulothérapie. Alors, Isabelle va nous décrire l'ensemble de ce tableau-là. Merci, Isabelle. Alors, nous t'écoutons. Merci, Dr. Roussin. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez mes diapos? Très bien. Parfait. Alors, merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour vous parler de détection de fibrillation auriculaire. Donc, comme vous avez dit, les objectifs de la présentation, eh bien, il y a trois parties, en fait. Identifier les indications des dépistages de fibrillation auriculaire en fonction des facteurs de risque et puis des comorbidités. Déterminer quel outil utiliser pour quel patient afin d'effectuer ce dépistage-là et puis reconnaître quel est le seuil d'initiation d'une anticoagulation en fonction des trouvailles au dépistage. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, des honoraires de conférencier de l'Alliance BMS-Pfizer, Biosense Webster, Bayer et Servier, et de même que des honoraires de consultants. Alors, je commence avec un cas clinique pour vous mettre un petit peu là, en situation. Donc, une femme de 76 ans, hypertendue, hypothyroïdienne, qui a récemment consulté pour dysphasie, parésie, trouble d'équilibre et on a posé le diagnostic d'AVC. À l'IRM, on voyait 3 foyers ischémiques distincts qui semblaient donc là, orientés vers une étiologie embolique. Heureusement, la dame a bien récupéré. À l'investigation, on n'a pas trouvé grand-chose. Sinusale, tant à l'électro qu'au Holter. L'échographie cardiaque, une petite hypertrophie ventriculaire gauche, une dilatation modérée de l'oreillette gauche, Doppler carotidien, pas de sténose significative, et puis on a finalement amorcé un traitement à l'aspirine chez cette patiente-là. Alors, j'aimerais revenir dans son histoire aux éléments qui laisseraient suspecter qu'elle pourrait faire de la fibrillation auriculaire, cette patiente-là. Premièrement, son âge. Deuxièmement, le fait qu'elle soit hypertendue. Troisièmement, eh bien, 3 foyers ischémiques distincts aigus à l'IRM laissent suggérer une étiologie embolique. Autre chose à l'investigation, le fardeau d'ectopie auriculaire, qui est quand même conséquent. La dilatation modérée de l'oreillette gauche. Alors, c'est toutes des choses qui nous orientent, qui nous disent peut-être qu'elle pourrait faire de la FA, mais on n'en a pas trouvé. Donc, finalement, on en est réduit à ne pas l'anticoaguler, cette patiente-là. On le sait, la fibrillation auriculaire, c'est souvent intermittent. Et c'est souvent asymptomatique aussi. Jusqu'à 75 % des gens ne ressentiront pas de symptômes lorsqu'ils vont présenter un épisode de fibrillation auriculaire. La prévalence va dépendre de la population qu'on dépiste, puis on va le voir un petit peu plus tard aussi, va dépendre aussi de l'intensité avec laquelle on dépiste la fibrillation. 20 % des AVC sont attribuables à l'AFA. Et puis, on sait que si on est en présence d'AFA et qu'on débute une anticoagulation, eh bien, on diminue significativement le risque embolique subséquent. Donc, le risque de refaire un événement, soit un AVC, un ICT ou un autre événement embolique. Alors, devant toutes ces données-là, eh bien, on pourrait se dire 1 + 1, ça fait 2. Alors, pourquoi on n'anticoagule pas d'emblée? Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de dépistage de FA, puis de chercher et de gratter pour trouver la FA, et puis que si on en trouve, on va anticoaguler, alors qu'on pourrait tout simplement décider de commencer d'emblée l'anticoagulation? Eh bien, ces études-là, vous n'avez pas besoin que je vous les décrive en détail, vous les connaissez. Navigate ESUS, Respect ESUS. En fait, ESUS pour Embolic Stroke of Unknown Significance, donc le genre d'événement qui
lequel je décris dans la vignette clinique que je vous ai présentée, hein, un événement embolique pour lequel on n'a pas trouvé de cause. Alors, on a anticoagulé ces gens-là avec soit du Xarelto, soit du dabigatran versus l'aspirine dans les deux études que je vous mentionne, dans l'espoir, finalement, de diminuer le taux d'événements emboliques et puis d'offrir ce traitement-là à ces patients-là. Par contre, ces deux études-là ont démontré la même chose, soit que les événements n'étaient pas réduits avec l'anticoagulation et on notait davantage de saignements. Alors, finalement, ce n'était pas l'avenue à prendre pour traiter ces patients-là. Il faut quand même rechercher la fibrillation auriculaire avant de décider d'un traitement anticoagulant. D'où la pertinence encore de cette présentation que je vous fais aujourd'hui. Je dois être bien honnête avec vous, avant la publication de Navigate et de Respectesus, je me disais, ces présentations-là que je fais sur le monitoring, je ne les ferai plus bien longtemps parce que éventuellement les neurologues n'auront plus besoin de nous, ils vont les anticoaguler leurs patients. Mais on n'en est pas encore rendu là parce que finalement, ces études-là se sont avérées négatives. Cherchez la FA après un AVC. Quelles sont les évidences qu'on possède? Bien, on a Embrace. Embrace, on regardait un monitoring standard 24 heures versus un monitoring prolongé jusqu'à 1 mois, 4 semaines, post-AVC. Et puis, ce qu'on voyait, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passait, on détectait davantage de fibrillation auriculaire. Donc, à 1, 2, 3, 4 semaines, vous voyez le graphique. Et puis qu'un monitoring prolongé nous permettait d'identifier beaucoup plus de patients avec fibrillation auriculaire, presque au-delà de 7 fois plus de patients avec fibrillation auriculaire qu'un monitoring standard de 24 heures. Des résultats qui sont similaires pour l'étude Crystal AF. Crystal AF, ça, c'est les résultats de l'étude du suivi prolongé, si on veut. On regardait des patients avec, encore une fois, un AVC cryptogénique, des patients un peu plus jeunes que la population Embrace, des patients qui n'étaient pas connus pour faire de la fibrillation auriculaire. Il y avait un moniteur sous-cutané implantable, là, comme un reveal de Medtronic, où il y avait un monitoring standard et puis on voyait à 6, 12 et même 18 mois les taux de détection de fibrillation auriculaire qui étaient beaucoup plus importants dans le groupe monitoring sous-cutané comparativement au groupe standard. Alors, ces résultats-là, c'est ce qu'on avait jusqu'à tout récemment. Et puis là, il n'y a même pas 2 semaines, est paru dans le JAMA 2 belles études. Premièrement, l'étude Stroke AF, qui est un peu la même prémisse. Donc, si on monitore plus longtemps un patient qui a fait un AVC, est-ce qu'on trouve plus de fibrillation auriculaire? Et puis, la nuance à faire entre Stroke AF et puis Crystal AF, c'est que dans Stroke AF, on ne prenait pas les AVC cryptogéniques, on prenait plutôt les AVC on dit là, attribuables à des gros ou des petits vaisseaux. Alors, je ne suis pas neurologue. Si vous me posez des questions dans la subtilité de la nomenclature des AVC, je vais avoir un peu de mal à vous répondre, mais ce n'est pas tout à fait la même population. Et puis, dans les critères d'exclusion, ils mentionnaient les AVC cryptogéniques, les ESUS, comme étant exclus. Et puis, tel qu'attendu, on observe un taux de détection de fibrillation auriculaire à 12 mois plus élevé, 12,1 dans le groupe moniteur sous-cutané, comparativement au groupe contrôle, 1,8 des moniteurs qui étaient implantés précocement à l'intérieur de 10 jours de l'événement embolique. Ce qui est intéressant dans l'étude Stroke AF, qu'on n'avait pas dans les autres études, qui est une donnée qui est qu'on commence à voir un petit peu plus, c'est le taux de récidive le taux de récidive d'AVC, d'événements emboliques à long terme, dans la cohorte qui a été dépistée comparativement à la cohorte au groupe contrôle. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence qui est statistiquement significative. Hein. Le P est à 0,3. On pourrait dire une petite tendance là, à avoir un petit peu moins d'événements dans le groupe sous-cutané, mais les nombres sont tellement petits
que c'est impossible, cette étude-là n'a pas la puissance statistique pour dériver une conclusion par rapport à la réduction du taux d'événement. Par contre, c'est intéressant qu'il le rapporte. On va le voir plus tard, ça laisse place à faire par la suite des méta-analyses. Et puis, ça démontre aussi la préoccupation qu'on a de dire, c'est une chose de dire qu'on détecte l'AFA, c'est une autre chose de dire que ça change quelque chose après coup d'anticoaguler ces patients-là. Dans la même édition du JAMA est parue cette étude-ci, l'étude PERDIEM, qui est une étude canadienne qui a été faite en Alberta. Et puis, dans cette étude-là, on compare un monitoring 30 jours versus un moniteur sous-cutané implantable que l'on va garder en place pendant 1 an. Et puis, même chose, on note qu'on observe davantage de fibrillation auriculaire, 3 fois plus de fibrillation auriculaire dans le groupe moniteur sous-cutané comparativement au moniteur externe de 30 jours. Et puis, par rapport au risque de récidive embolique, bien, même chose que l'étude Stroke-AF, mais on n'a pas des nombres suffisants pour conclure à un effet, parce que vous voyez ici, là, les taux d'événement sont très faibles dans les 2 groupes à 1 an. Donc, ce sont les nouvelles données qui sont disponibles actuellement. Si on tente d'aller un petit peu plus loin et de dire, est-ce que juste le fait d'avoir un AVC cryptogénique ou un AVC de cause indéterminée est suffisant pour offrir un monitoring? Pourrions-nous peaufiner un petit peu plus le diagnostic, la sélection des patients? Eh bien, si on prend des patients plus âgés, des localisations corticales ou cérébelleuses pour les AVC, eh bien, on augmente nos chances que ces événements-là soient attribuables à une embolie ou de l'AFA, et puis on augmente nos chances de trouver de la fibrillation lorsque l'on fait un monitoring prolongé chez ces patients-là. Alors, si on intensifie le monitoring et si on intensifie le monitoring et la détection de fibrillation auriculaire, qu'est-ce que ça l'amène pour la prévention secondaire de l'AVC? Est-ce qu'on a des données qui nous permettent de dire que faire ce monitoring-là accru va nous amener une réduction des taux d'événement? Puis cette donnée-là, elle est primordiale, elle est très importante, et puis on commence à la voir émerger. Il y a cette méta-analyse ici de j'ai la difficulté à prononcer son nom, Goulis, qui a paru en 2019. Méta-analyse de 4 études dans lesquelles le monitoring prolongé pouvait varier d'une étude à l'autre de 10 jours à un moniteur implantable qui pouvait durer jusqu'à 2 à 3 ans, versus un groupe contrôle qui pouvait varier d'un électroponctuel au moment d'une visite médicale à 30 jours de monitoring. Alors, de façon attendue, on a vu plus de FA dans les groupes monitoring prolongés, moniteur sous-cutané, par rapport au groupe contrôle. De façon attendue, on observe davantage d'initiation de traitements anticoagulants dans le groupe monitoring prolongé avec un risk ratio à 2,07. Et pour une des premières fois, on observe de façon statistiquement significative dans cette méta-analyse-là une réduction du risque de récidive d'AVC avec un risque ratio à 0,45. Alors, c'est ce qui a fait bouger un peu les lignes directrices ici au Canada. Les lignes directrices américaines étaient déjà publiées au moment de cette publication-là. Alors, on s'attend à ce que dans leur prochaine itération, ils en tiennent compte, que ce soit pris en considération. Mais c'était le chaînon manquant pour justifier l'anticoagulation, la recherche plus intensive de fibrillation auriculaire. Et cette méta-analyse-là nous laisse entrevoir que ce monitoring-là, oui, on trouve davantage de FA, mais oui, peut se traduire par une réduction du nombre d'événements emboliques. Alors, les lignes directrices canadiennes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour le dépistage de fibrillation auriculaire après un AVC embolique d'étiologie indéterminée,
qu'il faut faire au moins un 24 heures de monitoring et qu'il est suggéré de faire un monitoring additionnel pour la détection de fibrillation auriculaire, soit avec un enregistrement électro longue durée ou un moniteur implantable pour certains patients sélectionnés avec des événements non lacunaires chez qui il est quand même probable de trouver une fibrillation auriculaire. Alors, ce sont actuellement les lignes directrices canadiennes pour le dépistage de fibrillation auriculaire en post-AVC. Les lignes directrices européennes abondent sensiblement dans le même sens de prolonger la durée de monitoring après un AVC. Donc, je vous présente un deuxième cas maintenant pour aborder le deuxième point de dépistage. Patient de 72 ans consulte pour un suivi de diabète difficile, connu hypertendu, vasculaire, obèse, qui est dyspnique à l'effort, mais qui ne rapporte ni palpitation ni malaise thoracique. Alors, il peut être essoufflé pour un paquet de choses. Il pourrait faire de la fibrillation auriculaire, mais il pourrait aussi simplement avoir une dyspnée attribuable à ses comorbidités et à son obésité. Est-ce que ça vaut la peine de dépister la fibrillation auriculaire chez un cas comme ça, qui évidemment se mériterait une anticoagulation si on en trouvait, vu son âge, vu son hypertension artérielle également? Eh bien, premièrement, on va reculer un petit peu et puis le dépistage de FA, on en trouve combien quand on décide de dépister la FA et puis on fait ça comment? Souvent, les études de dépistage à grande échelle utilisent des électros, une dérivation, comme le Cardia que je vous montre ici, avec un tracé de fibrillation auriculaire obtenu par un Cardia que je vous montre à côté. Donc, une bonne sensibilité spécificité pour la détection de fibrillation auriculaire, une bonne qualité de tracé. Et puis, lorsqu'on dépiste une population en pharmacie, en externe de patients âgés de plus de 65 ans, on trouve environ 1,5 % de fibrillation auriculaire. Dans les études, ça joue entre 1 et 2 %. La fibrillation auriculaire silencieuse, c'est quand même fréquent et puis ça dépend de qui on dépiste, comment on en trouve. Ça dépend aussi de comment on la dépiste. Hein. Si on la dépiste avec un électro, si on choisit des patients qui ont des comorbidités, c'est souvent entre 1 et 2 %. Si on décide de la dépister avec un moniteur implantable, on peut monter jusqu'à 30 % de détection de fibrillation auriculaire. On a fait, nous, une étude avec les médecins de première ligne ici au Canada pour la détection, le dépistage de FA en cabinet avec l'outil Cardia que je vous ai montré tout à l'heure. On a screené au-dessus de 16 000 patients en collaboration avec 650 médecins de première ligne pendant 6 mois que les médecins dépistaient leurs patients. Et puis, on a trouvé un taux de détection de FA de 7 % dans cette population-là. Alors, comme je vous dis, ça dépend de la population à qui on s'adresse. Là, c'était une population qui allait chez leur médecin, possiblement une population un peu plus malade que monsieur, madame, tout le monde qui se présente en pharmacie, qui explique le taux de détection un petit peu plus élevé dans cette population-là. Ce qui m'amène à vous parler des recommandations actuelles de la Société canadienne de cardiologie en matière de dépistage opportuniste de fibrillation auriculaire. Alors là, on ne parle pas du même dépistage que tout à l'heure où on est à la recherche de FA pour expliquer un événement qui vient de se passer. On est plutôt à la recherche de trouver de la FA à tout venant parce qu'on sait que c'est souvent une arythmie qui passe inaperçue, qui est asymptomatique. Et puis, on sait que si on trouve cette arythmie-là, eh bien, initier un traitement va changer le devenir des patients, risque de diminuer leur risque de faire un AVC. Le fait de faire un screening avec un électroponctuel, eh bien, nous assure, entre guillemets, de trouver des FA à plus haut fardeau.
Hein, si on fait 2 minutes de FA à l'intérieur de 4 mois, on serait très chanceux que durant ces 2 minutes-là, on soit en train de faire notre dépistage. Alors, les patients qu'on dépiste avec un petit électro de 30 secondes sont généralement des patients chez qui le fardeau de FA est plus important, donc chez qui le traitement est justifié. Donc, la Société canadienne de cardiologie nous recommande de dépister les individus, tout individu âgé de plus de 65 ans, à tous les entrevues médicales. On peut utiliser simplement la prise du pouls. On peut utiliser les électrodes, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le dispositif Cardia. Ça prend une confirmation d'électrocardiogramme pour confirmer le diagnostic. L'électrocardiogramme obtenu avec un appareil portatif peut faire si la qualité est suffisante. Sinon, on confirme avec un électro 12 dérivations. Et les Européens ont une recommandation similaire dans leur ligne directrice. Les Américains n'ont pas updaté jusqu'à maintenant leurs recommandations. Ça risque de changer avec la méta-analyse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, si on revient à l'objectif 1, les indications de dépistage, mais le dépistage opportuniste, comme on vient de parler, chez tout patient âgé de 65 ans et plus au moment de l'évaluation médicale, soit par la prise du pouls, soit par différentes méthodes basées sur la plethysmographie, soit par un électro, une dérivation. Et si c'est par une méthode autre qu'un électro, on doit confirmer avec un électro. Monitoring suite à un AVC cryptogénique, eh bien, un monitoring plus prolongé en fonction des facteurs de risque de FA. Maintenant, quels sont les outils qu'on peut utiliser? Maintenant qu'on a établi qui on dépistait, avec quel outil on les dépiste? Bien, on peut utiliser un électroponctuel lors de symptômes. Vous voyez les avantages, les inconvénients de ce genre de modalité-là. On a aussi le Holter 24 ou 48 heures. L'avantage, c'est l'accessibilité. Le désavantage, eh bien, c'est qu'on manque quand même beaucoup de choses parce que la durée, elle est limitée. On a les monitorings un peu plus prolongés avec les patchs. Ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on a d'accessible ici au Québec, là, la patch Cardiostat, qui peut monitorer jusqu'à 14 jours. Alors, on augmente la durée de monitoring. On diminue aussi les inconforts aux patients parce que c'est un petit peu plus versatile. Et puis, c'est quand même utile pour dépister, par exemple, la fibrillation auriculaire asymptomatique. C'est un monitoring en continu avec comme inconvénient, eh bien, l'accessibilité qui n'est pas encore universelle et puis le fait que c'est quand même limité à 14 jours. Dans le registre de monitoring ECG prolongé externe, on a aussi les moniteurs d'événements, comme ici, je vous montre le Spider Flash, qui peuvent aller jusqu'à, j'ai mis 21 jours, mais dépendamment du type de batterie, on peut aller jusqu'à 40 jours d'enregistrement. C'est avec ce genre de dispositif-là aussi que l'étude Embrace a été faite. Et puis, donc, l'avantage, eh bien, c'est d'allonger la durée de monitoring. Et puis, l'inconvénient, c'est principalement l'accessibilité et certaines manipulations par le patient. Et finalement, le moniteur ECG prolongé implantable, eh bien, qui a une très longue durée d'enregistrement, batterie qui va durer entre 2 et 3 ans, permet aux patients d'annoter certains symptômes aussi, utile pour les arythmies asymptomatiques, qui nécessite une petite intervention, mais qui se fait en clinique externe, mais qui est quand même très coûteux, ce qui limite beaucoup son utilisation dans le contexte de notre système de santé. Je prends quelques minutes pour vous parler des dispositifs non médicaux que nos patients peuvent utiliser aussi pour documenter leurs symptômes, parce qu'on parle beaucoup de recherche de fibrillation auriculaire, mais des fois, les patients ont des symptômes puis veulent corréler les symptômes avec le rythme, et puis c'est une bonne façon de le faire. On a plusieurs applications qui sont disponibles, qui vont enregistrer le pouls et puis qui sont facilement accessibles sur téléphone intelligent ou moniteur de pression. L'avantage, c'est que le patient a toujours son appareil avec lui, mais ce qu'il faut être attentif, c'est que ce n'est pas un enregistrement électro si on utilise la caméra de notre appareil photo là, pour prendre l'enregistrement. C'est un peu comme la plethysmographie, c'est un peu comme un saturomètre. Alors, on peut manquer des extracellules
extrasystole. Ça peut donner un faux diagnostic de bradycardie. Ça peut donner un faux diagnostic de FA aussi s'il y a des extrasystoles aussi à cause de l'irrégularité de la fréquence cardiaque. Ce n'est pas non plus un enregistrement continu. Alors, si on recherche une FA silencieuse, ce n'est pas le meilleur outil à utiliser. Les outils d'enregistrement personnel, encore une fois, facilement accessible pour les gens qui en font l'acquisition. Le patient l'a toujours avec lui, permet d'acquérir un électro de bonne qualité. Les inconvénients, c'est que ce n'est pas remboursé. Il y a des coûts associés qui doivent être défrayés par le patient. Ça nécessite une certaine aisance avec les outils technologiques aussi pour pouvoir les utiliser. Là aussi, ça donne un électro. Alors, on peut avoir le diagnostic avec ça, ce qui est très, très intéressant dans plusieurs situations, que le patient peut nous envoyer également par courriel le PDF de son électro. On l'a utilisé beaucoup, surtout en contexte de pandémie. Par contre, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un enregistrement continu, alors ce n'est pas non plus la meilleure façon de rechercher une arythmie qui est silencieuse. C'est une bonne façon de documenter, de corréler un symptôme à une arythmie, mais pour une recherche d'arythmie silencieuse, ce n'est peut-être pas le meilleur outil. Donc, quel outil pour quel patient? Dépistage opportuniste, si on revient aux premiers objectifs, qu'on faisait un dépistage opportuniste chez les patients âgés de plus de 65 ans, mais l'électro, une dérivation, est l'outil le plus pratique, à mon avis, parce que c'est 30 secondes, ça nous donne l'électro, on n'a pas besoin d'avoir un test de confirmation, même si l'électro est suffisamment de bonne qualité. Et puis, on a tout de suite le diagnostic. La palpation du pouls, la plethysmographie peuvent aussi être utilisés pour le dépistage, mais doivent être confirmés par un électro en cas d'un dépistage positif. Et puis, dans le cas d'un AVC cryptogénique, ça prend un monitoring qui est continu ou un moniteur d'événements qui va aller capter tous les événements qui sont anormaux. C'est plus approprié qu'un électro ou une prise de pouls ponctuelle parce qu'on recherche des arythmies asymptomatiques. Comme on a vu dans la première partie, plus on cherche, plus on trouve. Et puis, la durée de monitoring, eh bien, je n'ai pas encore de durée ferme à vous recommander. C'est en fonction des facteurs de risque du patient et en fonction de la disponibilité des outils dans chaque milieu aussi, parce qu'on sait que ça aussi, ça varie même à l'intérieur de notre province. Finalement, on va passer les dernières 10 minutes sur quel est le seuil pour initier l'anticoagulation, parce que c'est une excellente question, dont malheureusement, je n'ai pas la réponse à 100%. Alors, je vous présente le cas numéro 3, une patiente de 78 ans qui a un cardiostimulateur double chambre qui a été implanté pour des pauses sinusales. Elle est traitée avec du synthroïde pour une hypothyroïdie. Et puis, à la vérification de routine de son cardiostimulateur, eh bien, on note qu'elle a fait un épisode de fibrillation auriculaire qui a duré 45 minutes, il y a 3 mois. Elle n'a pas récidivé depuis. Elle ne se souvient d'aucun symptôme. On n'est pas capable non plus d'identifier un élément déclenchant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on débute un anticoagulant? Est-ce qu'on laisse porter? Est-ce qu'on attend à la prochaine visite? Est-ce qu'on débute de l'aspirine? On fait quoi avec cette patiente-là qui ne prend que du synthroïde? Je vous laisse réfléchir à la question. Et puis, je vous dis, est-ce que votre traitement changerait si cette patiente-là avait fait un AVC ischémique sans cause identifiée dans la dernière année pour lequel elle prenait maintenant l'aspirine? Probablement que votre réponse à cette question-là, c'est oui, mon traitement changerait parce que possiblement qu'au début, je n'aurais rien fait, mais si la patiente a déjà fait un AVC, j'aurais commencé un anticoagulant. Donc, la décision d'instaurer l'anticoagulation dépend de plusieurs choses. Dépend de la durée de la fibrillation auriculaire, dépend du fardeau de fibrillation auriculaire, donc la répétition des épisodes aussi, et puis dépend aussi des facteurs de risque embolique autres que la fibrillation auriculaire. L'étude TRANS
c'est assez fascinant qu'on présente encore cette étude-là qui date de plus de 10 ans. Mais l'étude Trends nous avait montré qu'à partir d'un fardeau de 5,5 heures par jour de fibrillation auriculaire détectée par un pacemaker, on augmentait nos risques thromboemboliques, mais qu'en bas de ce fardeau-là, mais on n'avait pas d'augmentation de notre risque thromboembolique. C'est la raison pour laquelle c'est encore de nos jours souvent le seuil qui va faire qu'on va initier une anticoagulation à la clinique de PACE en présence de FA silencieuse. La FA silencieuse, c'est fréquent. On l'a vu avec l'étude ASSERT. On l'a vu aussi avec les études de monitoring avec les moniteurs sous-cutanés. L'étude ASSERT est une étude qui est quand même plus récente que l'étude Trends. On a étudié plus de 2000 patients avec implantation récente d'un pacemaker ou d'un défibrillateur pour qui il n'y avait pas eu de diagnostic de fibrillation auriculaire au préalable. Et puis, on a regardé si en présence de tachyarrhythmie auriculaire d'une durée de plus que 6 minutes, eh bien, on avait une augmentation du risque thromboembolique. Premièrement, ces tachyarrhythmies auriculaires-là sont survenues chez 10% des patients dans les 6 premiers mois. Aucun patient n'était anticoagulé à la base et puis il n'y avait pas d'intervention prescrite par l'étude si on trouvait des événements arythmiques. Puis, ce qu'on a documenté dans l'étude ASSERT, c'est que lorsqu'on avait ces épisodes d'arythmie-là, eh bien, on augmentait notre risque de faire un événement ischémique, soit un stroke, soit une embolie systémique au suivi. Par contre, lorsqu'on les subdivisait par durée, cette augmentation du risque-là était beaucoup menée par les épisodes d'une durée de plus de 24 heures, parce que ceux qui duraient entre 6 minutes et 24 heures étaient similaires aux patients qui n'avaient pas eu d'épisode de fibrillation auriculaire. Pour complexifier encore plus la situation, lorsqu'on regarde la sous-étude d'ASSERT qui ont regardé les 51 patients qui ont fait un AVC, bien, on voit qu'il y en a qui ont fait de la FA, qu'il y en a qui n'en avaient pas fait. Et puis, on voit aussi que la relation temporelle de la FA avec l'AVC, eh bien, n'est pas présente chez quand même plusieurs patients. Ça se traduit mieux visuellement par cette image-là, où on voit la ligne au milieu qui constitue l'événement embolique et les lignes en rouge qui constituent le moment où l'arythmie a été documentée. Puis on peut voir que dans les 30 jours qui précèdent l'AVC, eh bien, on n'a pas énormément d'épisodes, puis on a des épisodes qui vont aller jusqu'à 6 mois, 1 an avant, sans récidive par la suite, avec un patient qui fait un événement qui laisse suggérer que ce n'est possiblement pas la FA qu'on a fait l'année dernière, mais une comorbidité qui entraîne un risque élevé de FA et un risque élevé de stroke. Alors, ça fait en sorte que c'est un petit peu confondant, difficile à travers toutes ces données-là de décider qui on anticoagule, qui on n'anticoagule pas. Et puis, il nous manque encore l'étude qui va nous dire que cette intervention-là va avoir un effet bénéfique chez nos patients. Heureusement, elles sont en cours, ces études-là. L'étude Artesia et l'étude NOAA et FNET. Donc, l'étude Artesia, il reste une centaine de patients à randomiser sur les 4000 patients qu'on a besoin. Puis, ces patients-là, ce sont des patients qui ont des épisodes de fibrillation auriculaire silencieuse documentés à leur interrogation de pacemaker, qui durent entre 6 minutes et 24 heures. Puis, ils sont randomisés à prendre soit apixaban 5-BID ou aspirine 81-dié. Alors, on fonde beaucoup d'espoir dans cette étude-là pour nous aider à mieux discriminer dans cette population zone grise-là qui on anticoagule et quel est le seuil de durée pour débuter une anticoagulation.
En attendant d'avoir l'étude Artesia, ben nous, ici, à la clinique de pacemaker à mon hôpital, on a la chance de la faire, cette étude-là. Alors, lorsqu'on est devant une situation clinique comme ça, qui est un peu inconfortable, on s'entend, on randomise les patients dans Artesia, et puis ça va nous aider à trouver la réponse, et puis ça rend aussi notre travail un petit peu plus facile. Par contre, lorsqu'on n'en fait pas partie ou lorsqu'elle va être terminée, il y a les recommandations. Les recommandations canadiennes nous disent d'anticoaguler si l'épisode de FA dure plus de 24 heures. Et puis, en bas de 24 heures, eh bien, c'est au bon jugement du clinicien en fonction des risques du patient. Les recommandations européennes vont un petit peu plus en profondeur. On parle de commencer une anticoagulation si on a un fardeau de fibrillation auriculaire de plus de 5h30 par jour, ce qui vient directement de l'étude Trends que je vous ai montré tout à l'heure, en présence de facteurs de risque d'un score CHA2DS qui justifie l'anticoagulation. Et puis, on nous dit que dans certaines considérations, on pourrait débuter une anticoagulation si la FA est de plus courte durée. Par exemple, un patient qui a fait un épisode embolique, un AVC embolique, eh bien, on n'attendra pas 5h30 de FA pour commencer une anticoagulation. Dès qu'un diagnostic de FA va être posé, on va débuter une anticoagulation. Donc, si on revient sur l'objectif numéro 3, qui était de dire quel est le seuil pour initier une anticoagulation orale, eh bien, je ne vous le répète pas, je vous le dis. En fait, c'est capital, c'est très important de distinguer entre la FA silencieuse dépistée par un ECG ponctuel de dépistage, où on a dit tout à l'heure, la probabilité que le patient ait un fardeau élevé de FA est grande, et la FA de courte durée détectée par des appareils avec un monitoring continu, comme un patient qui a un pacemaker pour une autre raison. La FA découverte sur un dépistage ponctuel ou un monitoring de courte durée devrait mener à l'anticoagulation en fonction du risque CHA265 du patient. C'est la présence de FA plus que la durée qui devrait peser dans la balance. Par contre, si c'est une FA silencieuse sur un EGM de cardiostimulateur ou si c'est une FA de très courte durée sur un monitoring longue durée qu'on fait pour une cause autre que la recherche de FA, bien, fonction de la durée et fonction du risque embolique également. Et puis là, bien, si on a mis un moniteur sous-cutané à un patient pour dépister la fibrillation auriculaire après un AVC cryptogénique, bien, une FA de très courte durée va déclencher la décision de commencer une anticoagulation. Et puis ça, bien, ce qui nous fait prendre cette décision-là, c'est le risque embolique. Ce n'est pas la durée, c'est le risque embolique du patient qui a déjà fait un AVC, donc son risque est élevé. Par contre, si on a mis un moniteur reveal chez un patient pour une syncope et puis qu'on trouve 2 minutes de FA et qu'il n'y a pas de facteur de risque à part son âge pour faire de la fibrillation, pour faire un AVC, eh bien, on peut se questionner si c'est nécessaire de débuter une anticoagulation. Moi, personnellement, je n'en débuterai pas si sur un monitoring prolongé qu'on fait pour une autre raison, on a quelque chose de très courte durée. Alors, j'en viens à la conclusion. Où est-ce qu'on revient encore, là, j'ai l'impression de vous répéter toujours la même chose. Les indications de dépistage, eh bien, il y a 2 principales indications. Le dépistage opportuniste avec la prise de pouls ou l'électro, une dérivation de courte durée que l'on devrait offrir à tout patient âgé de plus de 65 ans, qui devrait conduire, si un diagnostic est fait, à l'anticoagulation. Ou les patients, l'autre indication de dépistage, eh bien, c'est le monitoring ECG post-AVC de cause indéterminée. On veut avoir un monitoring plus long pour être en mesure d'avoir plus de chances de dépister la fibrillation auriculaire chez les gens qui en font de façon silencieuse sans qu'on s'en rende compte, pour être en mesure de leur offrir un traitement adéquat. L'outil va être en fonction de notre objectif.
Le dépistage opportuniste, on va utiliser un électroponctuel, la prise du pouls, une dérivation ou juste un électrostandard. La recherche de sources emboligènes, on va utiliser un monitoring continu dont la durée va varier en fonction des risques du patient et de l'accessibilité des outils. Et puis, bien, si on veut identifier la cause de symptômes pour lesquels on veut trouver la raison, on veut trouver le rythme qui explique ces symptômes-là, bien, on peut sélectionner l'outil en fonction de la fréquence des symptômes et puis en fonction du patient. Le seuil d'initiation d'anticoagulation va varier en fonction du risque embolique, du fardeau et de la durée de fibrillation auriculaire. Un seul de ces trois éléments peut être à lui seul déterminant. Par exemple, découvrir une FA de courte durée chez un patient à haut risque qui a déjà fait un AVC va entraîner automatiquement l'anticoagulation. C'est chez les patients à risque intermédiaire qu'on a un petit peu plus de difficultés ou qu'on a un petit peu plus de zones grises. 24 heures et plus, anticoagulation. En bas de 24 heures, zone grise. En l'absence de meilleures données, 5,5 heures et plus m'apparaissent un seuil acceptable pour débuter une anticoagulation. Alors voilà, là-dessus, je termine et puis ça va me faire plaisir de prendre vos questions. Merci beaucoup. Dr. Isabelle Naud de Québec vient de couvrir un champ en évolution, je dirais, puisqu'il y a beaucoup de latitude, beaucoup de jugements cliniques et cardiaques pour prendre des décisions. Alors, on va ouvrir la période de questions. D'ailleurs, plusieurs des questions ont déjà été, à mon avis, assez bien répondues, Isabelle, par votre excellente présentation. Je vais lire la première qui est arrivée. Y a-t-il un fardeau d'extrasystole auriculaire sur Holter pour lequel vous recommanderiez une anticoagulation empirique s'il y a des éléments concordants comme un AVC sans cause, un ESUS, ou on devrait seulement se rabattre sur un monitoring prolongé? Le fardeau d'extrasystole, vous avez raison, c'est corrélé au risque de développer une fibrillation auriculaire. Par contre, l'extrasystolie n'est pas en lui-même un facteur de risque embolique. Alors, un fardeau élevé d'extrasystole auriculaire devrait, à mon avis, entraîner une surveillance plus importante pour aller détecter s'il y a fibrillation auriculaire qui est présente, mais ne devrait pas entraîner d'emblée le début d'une anticoagulation. Ça prend vraiment le diagnostic de FA. Merci. Oui, avais-tu autre chose à dire, Isabelle? Bien, je ne sais pas. Il y a peut-être une question par rapport à la durée aussi, parce que toutes ces études-là que je vous ai mentionnées, la définition de la fibrillation auriculaire, c'est 30 secondes de fibrillation auriculaire. C'est la définition qui est acceptée par les sociétés neurologiques et cardiologiques pour définir la FA. Maintenant, dans les études que je vous ai présentées, on a des durées différentes qui entraînent des risques qui sont différents aussi. C'est quand on regarde l'étude ASSERT, on regardait 6 minutes. On ne considérait pas en bas de 6 minutes les épisodes comme étant de la fibrillation auriculaire. Quand on regarde les études avec les monitorings subcutanés, c'est 2 minutes parce que ces moniteurs-là, pour déclencher une alerte de FA, ça prend 2 minutes. En bas, il ne déclenche pas l'alerte. Alors, il y a beaucoup de durées qui sont différentes. Ça peut devenir un petit peu confondant, mais je vous dirais, moi, je m'en tiens à la définition de 30 secondes. Une FA, c'est 30 secondes. Et puis, si je cherche de la FA puis que je trouve 30 secondes de FA sur un Holter, le diagnostic de FA, il est posé. Bon, très bien. Alors, écoute, ça m'amène peut-être à la deuxième question de Dr. Bernatchez, qui a trait à la durée encore. Je m'excuse de parler de durée, mais c'est important. Quelle durée de FA sur un monitoring prolongé jugeriez-vous diagnostic pour une anticoagulation lorsque l'examen était demandé dans un contexte d'ESUS? Tu as peut-être déjà répondu, mais peut-être y revenir. Moi, je dirais 30 secondes. Si on a demandé un examen pour une recherche d'ESUS, 30 secondes m'entraîne à poser le diagnostic de FA et me ferait débuter une anticoagulation. Il y a ici aussi dans cette réponse-là une nuance à faire parce que si j'ai implanté un moniteur sous-cutané,
possiblement que ça peut prendre un petit peu plus de temps avant qu'une alerte soit déclenchée. Dans les études de monitoring subcutané, on parlait de 2 minutes. Par contre, si j'identifie un épisode de 30 secondes avec un moniteur subcutané ou avec un pacemaker et qu'on est en recherche de cause pour un ISUS, je maintiens le 30 secondes pour débuter l'anticoagulation. Merci, c'est très clair. Il y a une flopée de questions qui viennent d'arriver. Donne-moi une seconde, Isabelle, parce que j'ai rafraîchi l'écran, puis tout d'un coup, wham, ça vient de se remplir. Aïe, 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 aïe. Juste une seconde. Bon, OK, je vais les lire une par une, ça va être plus simple, Isabelle. Pouvez-vous commenter sur le concept de FA provoqué? Comme exemple, un patient qui vient à l'urgence avec une pneumonie fait un bout de FA de durée indéterminée vu au moniteur. Est-ce qu'on doit tenter de faire un monitoring continu, voire d'anticoaguler? De FA provoqué. C'est dans le contexte d'une fièvre pneumonie. D'un sepsis ou oui, absolument. Donc, bon, c'est une excellente question. Puis habituellement, quand on dit ça, quand on répond comme ça veut dire qu'on n'a pas exactement la réponse. Une FA qui est clairement provoquée dans un contexte de sepsis, un patient qui a des amines, qui est très malade aux soins intensifs, ça peut être uniquement un patient qui a une péricardite, un patient qui est en post-op de chirurgie cardiaque. Alors, oui, ça peut clairement être une FA qui est provoquée et puis je me contente de faire simplement un monitoring par la suite. Souvent, c'est des patients qu'on va laisser passer l'épisode aigu. Je vais les revoir avec un monitoring. Souvent, moi, j'utilise le monitoring 7 jours en patch, mais on pourrait utiliser aussi là, un monitoring d'événements externes là, entre 2 et 3 semaines. Et puis, en fonction là, de combien ça a pris de temps pour que l'épisode de FA soit résolu, ça ne prend que quelques minutes ou 1 heure ou 2, que c'est une résolution spontanée, que l'événement déclencheur est résolu et puis il n'en fait pas d'autre, je n'anticoagule pas puis je ne le considère pas comme une FA. Par contre, ce que les études démontrent, c'est que ces gens-là sont quand même plus à risque de refaire de la fibrillation auriculaire éventuellement que monsieur, madame, tout le monde qui n'en ont jamais fait. Alors, ce sont des patients chez qui les recommandations de dépistage périodique prennent toute leur importance. C'est minimalement, il faut screener avec un électro ou avec le pouls à chaque visite. Et puis, dépendamment de l'importance de l'épisode, c'est des patients que je ne me gênerais pas de faire un Holter annuel ou aux 6 mois, là, juste pour m'assurer qu'ils ne développent pas de fibrillation auriculaire clinique. Merci. Donc, on voit donc que c'est des patients à risque. Question simple, Isabelle. Je n'ai pas bien compris si on découvre une FA avec un cardio ou Apple Watch, on peut débuter un AOD selon le CHADS? Est-ce que c'est ça qu'il fallait comprendre? Oui, la qualité des... En fait, que vous êtes convaincu en regardant l'électro que c'est de la FA. Oui, vous pouvez commencer un AOD sur l'électro du Apple Watch ou sur l'électro du Cardia. Mais il ne faut pas que ce soit le téléphone qui vous le dise que c'est de la FA. Il faut que ce soit vous qui regardiez l'électro et puis qui vous... C'est clair que que l'électro est d'une qualité suffisante pour que vous puissiez poser le diagnostic. Pour en avoir vu des électrodes de FA, c'est de valeur, là, j'ai coupé un petit peu les slides pour rentrer dans le temps. J'en ai des électrodes de FA avec un Apple Watch. C'est de toute beauté, là, c'est hyper évident, c'est très clair. Oui, je suis moi aussi très impressionné par les PDF qu'on obtient. Ça, c'est époustouflant. Chez la plupart des patients, il y en a qui ont des complexes trop petits, ça dépend, mais souvent, c'est très bien. J'ai encore une flopée d'autres questions. Il y en a une que tu vas pouvoir répondre peut-être facilement à cause du chiffre. Un patient sans AVC, mais avec un CHADS-4, pacemaker révèle 5 heures de FA. Débutez-vous l'anticoagulation. J'en parle avec le patient et puis s'il n'y a pas de déclencheur de FA, ma réponse facile, c'est que j'essaye de le convaincre de faire Artesia. Là. Et puis, mais si je n'ai pas Artesia ou s'il ne veut pas faire Artesia, eh bien,
Oui, à 5 heures, tu sais, on est à une demi-heure près. Là, je comprends que les gens, c'est la zone où on est inconfortable. Puis je le comprends très bien que cette zone-là, on est inconfortable dedans, là. Donc, puis les chansons, s'il a fait 5 heures, surtout si c'est répétitif, qu'on le voit plus qu'une fois, qu'il a fait 2 heures une fois, 5 heures une fois, 1 heure une fois, qu'éventuellement, il va en faire d'un petit peu plus longue durée. Alors, je ne serais pas gênée à 5 heures de débuter une anticoagulation. Évidemment, c'est ce qu'on appelle en anglais le shared decision making. C'est la discussion avec le patient qui souvent vient nous aider là-dedans. OK. Il y avait une question mathématique qui ressemble énormément à ce que tu viens de dire, qui nous vient de Philippe Voglimachi. Pour l'anticoagulation à risque intermédiaire, est-ce que le seuil de 24 heures est cumulatif? C'est-à-dire 2 fois 12 ou c'est vraiment continu 24 heures? C'est un épisode de 24 heures lorsque, là, il faudrait que je retourne lire l'étude à CERT. Je suis pas mal ça, c'est qu'un, non, excusez-moi. Dans les lignes directrices canadiennes, c'est là-dessus qu'on va se fier. C'est un épisode de FA de 24 heures. Okay. Si pendant une année, on a 24 jours, 1 heure de FA, ce n'est pas la même affaire que si on fait un épisode qui dure plus de 24 heures. Alors non, ce n'est pas un fardeau cumulatif, le 24 heures, c'est un épisode prolongé. Parfait. Je pense que Philippe va être content de cette réponse-là. C'est très clair. Je vais faire un refresh encore parce qu'il y en a trop devant moi. Bon. Quoi d'autre? C'est pas toujours facile. La modération avec Zoom, j'y ai déjà goûté. Mais c'est amusant parce que les gens posent des questions, par contre. Alors, j'essaie juste de. Ça tourne tout le temps autour de la durée et de l'indication, mais tu as bien fait la différence de tenir compte de la durée, mais aussi du risque du patient. Je pense que c'est une donnée fondamentale que les gens ont bien saisi de ta conférence. Puis honnêtement, là, je vais faire un dernier refresh. Je pense que tu as tellement bien couvert le sujet, Isabelle, que les autres questions sont toutes des corollaires de ce que tu as couvert. Pour ne pas embêter les gens, pour rester clair, je pense qu'on pourrait arrêter là. Et donc, je remercie Dr. Isabelle Nault, électrophysiologiste cardiologue de Québec, d'avoir partagé avec nous aussi clairement une pathologie de la fibrillation auriculaire et l'anticoagulation, un phénomène en évolution. On va avoir des données qui vont arriver dans les années à venir, sûrement, qui vont nous aider probablement encore plus.